Peut-on parler de droit public s'agissant de la Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant notre ère? Au sens strict, il me paraît clair que la notion est anachronique. Il faut d'abord rappeler que la distinction entre droit public et droit privé n'existe quasiment pas en droit anglo-saxon, ce qui montre bien le caractère historiquement déterminé d'une telle notion. Dans la tradition héritée du droit romain, le droit public peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier de l'État. Cela comprend aussi les relations diplomatiques entre les États. Or, le problème se pose de savoir si l'on peut réellement parler d'État à propos des entités politiques de la Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle. Il me semble que l'État n'était encore que très embryonnaire à cette époque et reposait avant tout sur des relations d'homme à homme, et cela vaut aussi bien pour le mode de gouvernement que pour les relations diplomatiques. Le droit public se divise en plusieurs branches, dont le droit administratif, le droit fiscal, les finances publiques, le droit international public, le droit constitutionnel. Alors, pas question de constitution à notre époque, donc pas de droit constitutionnel. Et on va voir que parler de droit administratif ou de droit fiscal, c'est sans doute un peu un abus de langage, mais on voit quand même des ébauches, comme le montre par exemple le serment que devaient prêter les gouverneurs à leur entrée en fonction. Mais tout cela se fait dans le cadre de relations personnelles. Il s'agit de fidélité à l'égard du roi en place. L'abondance de la matière m'a conduit une nouvelle fois à modifier le plan initialement prévu. Le cours d'aujourd'hui sera donc consacré au droit administratif et à la fiscalité, l'étude du droit international étant repoussée à la semaine prochaine. Nous allons voir aujourd'hui d'abord quelle était l'organisation administrative des royaumes de Haute-Mésopotamie, et avant tout bien sûr celui de Marie. Nous verrons ensuite comment les décisions royales étaient prises et exécutées, ou au contraire transgressées, et finalement, nous ferons le point sur ce que l'on sait des finances publiques et du fisc. Nous commencerons par l'administration centrale avant de passer à celle des provinces. Il nous faut d'abord voir comment le roi était entouré, la manière dont il était informé et la façon dont les délibérations avaient lieu. Le roi était assisté par un groupe de quelques personnages. De manière paradoxale, ils sont mal connus, et cela s'explique parfaitement. Étant proche du roi, il ne lui écrivait que rarement, et les lettres datent soit des moments où ils étaient envoyés en mission à l'étranger, ou inversement, aux périodes pendant lesquelles le roi était absent de sa capitale, tandis que même y était resté. Le personnage le plus important auprès du roi portait le titre de Shoukalloum. Sous Zimrilim, il y a eu d'abord Samétar et ensuite Rabdou Malik. J'ai souvent évoqué le problème que pose la traduction d'un titre tel que Shoukalloum. On peut rendre ce mot par Premier ministre, mais il est clair que Samétar ou Rabdou Malik n'avaient pas grand-chose à voir avec un Premier ministre de la Ve République, et traduire par Grand Vizir donne une touche orientaliste un peu désuète et n'est pas plus satisfaisant. Du moins est-il sûr que l'on a affaire à un des plus hauts dignitaires du royaume. Un autre personnage jouait un rôle très important, c'était le secrétaire particulier du souverain qui portait le titre de Tupshar Sakakim. Il s'agit de Sinmubalit sous Yasmaradou et de Shunuraralu sous Zimrilim. Ce sont ces scribes au statut très spécial qui lisaient au roi sa correspondance et écrivaient pour son compte le courrier qu'il envoyait. Je les ai étudiés il y a déjà pas mal de temps, dans le cours de l'année 2016-2017, avec un accent particulier sur le mieux connu des deux, Shunuraralu. On connaît aussi d'autres secrétaires, par exemple celui du roi Hammurabi de Babylone, et j'ouvre ici une parenthèse. Dans son livre qui vient de paraître, Marine Béranger s'est livrée à une très intéressante étude comparative des compétences du secrétaire de Hammurabi de Babylone et de celui de Zimrilim de Marie.
La confiance dont il jouissait explique que les secrétaires royaux étaient parfois chargés de missions ponctuelles. C'est ainsi, par exemple, que Shnour-Aralou se rendit à Alep, où il écrivit une dizaine de lettres à Zimrilim, que Jean-Marie Durand a publiées dans Florilegium Marianum VII. Un autre proche du roi portait le titre de Chandabakoum. Là encore, c'est un titre qu'il est difficile de traduire. On le rencontre en effet non seulement en ce qui concerne les palais, mais aussi dans les temples. On a parfois traduit trésorier archiviste, Lehmanns avait proposé commissaire. Le débat a été en fait parasité par des considérations étymologiques. Et dans un cas de ce genre, ce qu'il faut d'abord, c'est analyser les fonctions des personnages qui portent ce titre. Sous Zimrilim, nous en connaissons deux, Yassim Soumou d'abord, qui a été remplacé à la fin du règne par Tzidki Epour. Et l'analyse de leurs activités permet de définir le Chandabakoum comme une sorte de ministre de l'économie et des finances. Parmi les proches du roi, on doit également citer Mukanichoum. Celui-ci porte un nom typique de l'onomastique de fonction des proches du souverain. Ce nom signifie en effet « celui qui soumet », et ce genre de nom parle non pas de l'individu qui porte le nom, mais du roi, sous-entendu. Mukanichoum est attesté avec le titre de scribe, mais il est aussi désigné comme chatamoum, ce qu'on peut traduire par intendant. Et c'est lui qui veillait aux relations du roi avec ses artisans, il leur distribuait les matières précieuses et surveillait la fabrication de toutes sortes d'objets. Les chefs de musique étaient également des personnages de premier plan, comme l'a montré Nele Ziegler dans son commentaire de leur correspondance qu'elle a édité dans Florilegium Marianum IX. Vous vous attendez sans doute à ce que je mentionne un devin, et vous avez raison. On ne sait pas exactement combien de devins le roi avait à son service direct et s'il était leur client exclusif, mais on ne peut manquer d'évoquer la figure d'Askoudoum, qui avait joué un rôle important du temps de Yasmaradou et réussi à convaincre Zimrilim de le garder à son service au moment du changement de règne. Il faut enfin mentionner quelqu'un dont nous ne connaissons pas encore le titre de façon sûre, qui portait lui aussi un nom aulique typique, Darish Libour, ce qui signifie « puisse-t-il, le roi, vivre sans cesse ?» Et il m'a semblé possible de l'identifier comme le chef des barbiers de Zimrilim. L'histoire de France nous a appris que de tels personnages qui pouvaient s'approcher de la personne du souverain avec une lame à la main étaient par essence des gens en qui le roi devait avoir toute confiance. Et de manière typique, Darish Libour se vit confier des missions qui n'avaient rien à voir avec son domaine de compétences particulier. Dans la même ligne, on s'attendrait à ce que le chef des échansons du roi, le Zabardaboum, joue un rôle de premier plan. Sous Zimrilim, il s'agissait de Pouzour Shamash, mais ses nombreuses attestations dans les archives de Marie ne le montrent qu'en liaison avec des livraisons de vin ou des inventaires de vaisselle précieuse. Il n'a laissé, pour l'instant, aucune lettre. Informer le roi était le premier devoir de ses serviteurs, d'où l'abondante correspondance qui nous est parvenue. Une des phrases types que l'on y trouve, c'est « J'ai écrit à Monseigneur un rapport sur tout ce que j'ai vu », avec très souvent le mot-clé de « rapport complet », « temum gamrum », et souvent, dans la fin des lettres, on trouve des phrases telles que « que Monseigneur en soit informé », mais les informations que l'on transmettait devaient être vérifiées. Parfois, on indiquait au roi qu'on ne l'avait pas instruit antérieurement d'une affaire parce qu'on n'avait pas encore pu en vérifier l'exactitude. Dans d'autres cas, au contraire, le correspondant préférait faire état de rumeurs en prenant soin d'ajouter qu'il n'avait pas pu en vérifier le bien-fond. Et pour finir, les fonctionnaires locaux étaient tenus de transmettre au roi les plaintes qui leur étaient soumises, et une lettre de ce genre s'achève ainsi. « Voilà les griefs que cet homme a exposés devant moi. À présent, j'ai peur que, tôt ou tard, cet homme ne déclare « J'ai exposé mes griefs devant Yassimel, mais il n'a pas transmis à Monseigneur l'affaire dont je lui avais parlé. Maintenant, j'ai écrit à Monseigneur les griefs de cet homme qu'il a exposé devant moi. »
Très souvent, les lettres s'achevaient de cette manière. Moi, j'ai écrit à Monseigneur en fonction de mon état de serviteur, que Monseigneur agisse en fonction de son état de roi, ou encore, à présent, je viens d'écrire à Monseigneur, que Monseigneur agisse comme il lui paraîtra bon en fonction de sa réflexion. Et de fait, une fois informé d'un problème, le roi réfléchissait. On utilise souvent le verbe chitulum, qui est le verbe interroger au mode réflexif, réfléchir, délibérer. Et pour éclairer sa réflexion, le roi disposait d'un conseil qu'il pouvait consulter. On remarquera qu'au sens propre, le nom de cet organe signifie secret, pirichtum. Et allant dans ce sens, on dispose d'une lettre du général Ibalpiel au secrétaire du roi Shunuraralu. « Tu sais que plusieurs fois notre Seigneur nous a admonestés dans notre assemblée en ces termes. Comment se fait-il que l'information confidentielle que je vous ai dite prenne le vent ?» Alors, vous pouvez penser à toutes sortes de parallèles plus récents. Ibalpiel ajoutait que, par crainte de fuite, il ne faisait plus lire à quiconque les tablettes qu'il recevait du roi, et il demandait qu'on lui envoie la liste écrite des gens devant qui il devra lire les lettres du roi. Pour la période de Yasmaradou, on possède une tablette qui nous donne la liste nominative des 23 personnes qui ont une place assise en face du roi lors du conseil. Donc on voit que c'était un nombre assez important. Et l'assistance à un tel conseil était bien entendu cruciale pour ceux qu'on peut appeler les courtisans. Et certains envoyés de Zimrilim à la cour de rois vassaux se plaignent d'ailleurs d'être exclus du conseil de ceux-ci. On ne voit jamais un groupe d'anciens du pays auprès du roi de Mari, alors que dans d'autres monarchies contemporaines, le groupe des anciens semble avoir joué un rôle important. Par exemple, à Kourda, on voit le ministre de Zimrilim envoyé auprès du roi local craindre que ce dernier soit empêché par les anciens de son pays de conclure l'alliance qu'il est venu lui proposer. Et on peut citer un dernier cas, c'est celui des villes qui jouissaient d'une forme d'autonomie et qui se gouvernent par le moyen d'une assemblée décrite par le mot tartamum. Actuellement, de telles assemblées ne sont connues que pour les villes euphratiques d'Imar et de Toutoul. Tel ou tel proche du roi était parfois accusé d'exercer sur lui une mauvaise influence. Par exemple, au début du règne de Zimrilim, la conduite du devin Askoudoum, beau-frère du roi, fut dénoncée de façon sauvage par un autre personnage, Banoum. Mais dans un système monarchique tel que celui-là, bien entendu, il n'y avait pas de parti, ni même véritablement de faction. Ce qui apparaît avant tout, ce sont des oppositions de personnes. La calomnie était chose courante, et celui qui en était victime devait trouver dans l'entourage du roi un protecteur qui puisse prendre sa défense. Les exemples abondent et ont été réunis, non sans une certaine jubilation, dans un article par Jack Sasson. Passons maintenant à l'organisation territoriale. Deux études très importantes sont parues il y a une vingtaine d'années. L'une due au regretté Pierre Villard, qui portait sur l'époque de Yasmaradou, et l'autre due à Brigitte Lyon sur celle de Zimrilim. La croissance de nos informations permet aujourd'hui de les compléter. Chaque district, Khaltsoum, est dirigé par un gouverneur chapitum, et vous vous rappelez que nous avons vu que le terme chapitum ne désignait pas un juge, contrairement à ce qu'une approche étymologique avait laissé croire, mais bel et bien un gouverneur. Après les réorganisations du début du règne de Zimrilim, il y avait 5 districts, ceux de Mari, Terka, Sagaratum, Katunan, le Souhoum, sans compter l'enclave de Nahour. Les gouverneurs ont été pendant longtemps les personnages les mieux connus dans le royaume de Mari à cause de la relative facilité avec laquelle ils ont été identifiés, puisqu'ils mentionnaient leur ville dans l'adresse de leur lettre pour dire que tout allait bien, et aussi du fait du choix qu'a effectué Georges Dossin de confier à 2 épigraphistes de son équipe la publication de leur correspondance.
Et donc, Jean-Robert Cuper a publié les lettres de Kibri Dagan, gouverneur de Terka, puis celles de Bardilim, gouverneur de Mari, tandis qu'un peu plus tard, Maurice Biraud éditait celles de Yakimadou, gouverneur de Sagaratoum, puis celle des gouverneurs de Katunan, qui a été complétée notamment par Jean-Marie Durand. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier les personnages qui sont placés aux côtés de chaque gouverneur. On avait d'abord le responsable du cadastre, Chasoukoum ou encore Chasikatim. Et on connaît un abstrait, Chassouk-Koutoum, donc qui est dérivé de Chasoukoum, terme qui désigne le responsable du cadastre. C'est un mot qui apparaît dans une lettre de Samsiadou à Yasmaradou, place Binoum à la fonction de responsable du cadastre, Anachasouk-Koutim, de Terka, et qu'il dirige les ressortissants de Terka. Et le mot est également attesté dans une lettre de Zimriadou. J'ai décidé de placer un homme à Katunan à la fonction de chef du cadastre à Tabatoum. Le titre de Chasoukoum n'est attesté à Mari que dans une lettre publiée tout récemment. Partout ailleurs, c'est l'expression Chasikatim, mot à mot celui du piquet, l'homme du piquet, qui sert à désigner le responsable du cadastre en raison de l'emploi d'un piquet dans la délimitation des champs du domaine royal et qui servait donc pour leur dévolution aux ayants droit. La parcelle était ainsi délimitée par un travail d'arpentage. Le travail du Chasoukoum et ses relations avec un gouverneur Chapitoum sont très bien décrits dans cette lettre de Soumouradou. « Monseigneur m'a envoyé un message au sujet de 80 arpents de champ à Mari et 100 arpents de champ à Douryardunlim et à donner à Yarimadou. Depuis que la tablette de Monseigneur m'est arrivée, j'ai parlé au responsable du cadastre, et là on a l'unique attestation de Chasoukoum, à 10 reprises. Et j'ai crié au scandale en présence des serviteurs de Monseigneur, mais il n'a pas donné le champ à l'individu. Or, sans champ, les bœufs de l'individu restent sans rien faire. Donc il faut les nourrir, mais sans en tirer de profit. À présent, quand cette affaire, Monseigneur voit mon rôle de gouverneur. La phrase finale de Soumouradou revient à dire qu'en tant que gouverneur Chapitoum, il a suivi les instructions du roi, et si Yarimadou n'a toujours pas reçu les champs attribués par le souverain, ça n'est pas sa faute, mais c'est parce que le Chasoukoum n'a pas obéi. De manière générale, on a considéré que dans chaque province, le gouverneur Chapitoum était assisté par un chef du cadastre, Chasikatim, mais aussi par un intendant, Aboubitim, notamment en raison d'une lettre où Samsiadou ordonne à Yasmaradou de muter Rabdou Madagan depuis Zibnatoum à Toutoul. Et il disait « installe-le à Toutoul, à ses côtés, place un intendant de confiance et un responsable du cadastre de confiance. » Et jusqu'à présent, on s'est, je crois, mépris sur le sens de takloum, de confiance, fiable, en pensant que Samsiadou voulait dire un intendant et un responsable du cadastre en qui Rabdou Madagan puisse avoir confiance. En réalité, ce passage signifie plutôt en qui toi, Yasmaradou, puisse avoir confiance. En effet, les intendants et les responsables du cadastre ne dépendaient pas des gouverneurs, ils étaient directement rattachés au pouvoir central. Sous Imrilim, une lettre de Yassidagan à Samétar montre en effet que les intendants à Boubitim dépendaient du ministre de l'économie, le Chandabakoum. Voici cette lettre. Il faut faire attention parce qu'il y a des citations emboîtées les unes dans les autres. J'ai essayé de le rendre par la typographie. Autre chose, au sujet de la querelle de Yassim Soumou, j'ai entendu dire ceci. Yassim Soumou a dit ceci par devant Samétar. De même que toi, tu es responsable de la fonction de gouverneur, Chapitoutoum. Moi, de la même manière que toi, je suis responsable de la fonction d'intendant, Abbout Bitim. En dehors du roi Monseigneur, je ne dois demander son avis à personne.
Samétar, donc, en tant que Premier ministre, Choucaloum avait la haute main sur la fonction de gouverneur. C'est lui qui choisissait les gouverneurs et qui avait des échanges avec eux. Et symétriquement, le ministre de l'économie, le Chanda Bakoum Yassim Soumou, était en charge de la fonction d'intendant, Aboud Bitim. Et l'emploi de ces deux termes abstraits est difficile à rendre dans une traduction française, mais il est significatif, et ce passage explique pourquoi la nomination des Abou-Bitim était décidée à Marie. Le gouverneur se voyait imposer à ses côtés un intendant sur lequel il n'avait aucune prise. C'est au Chanda Bakoum à Marie que l'Abou-Bitim devait rendre des comptes. Et on voit d'ailleurs Yassim Soumou se plaindre que l'intendant nommé à Nahour, au moment où Itourazdou devint gouverneur de cette ville, ne lui envoyait pas de rapport sur l'état des réserves de grains. Et cette situation permet aussi de mieux comprendre toute une série d'incidents qui nous sont déjà connus, comme celui relaté dans une lettre de Yakimadou. De la farine s'étant gâtée, Yakimadou souhaita que le roi demande à Yassim Soumou de faire livrer de la farine aux Abou-Bitim pour qu'elle soit donnée comme ration à la domesticité du palais. Et donc ce texte confirme que les Abou-Bitim dépendaient directement de Yassim Soumou en tant que Chanda Bakoum et que les gouverneurs provinciaux ne pouvaient pas leur donner d'ordre. Sous l'autorité des Abou-Bitim, il y avait des responsables d'un rang inférieur, et c'est ainsi que Nele Ziegler a pu étudier les activités d'un certain Idin Dagan, qui était responsable du domaine royal de Tabatoum, sous les ordres de Hagba Haroum, qui était lui l'Abou-Bitim de toute la province de Khatounan. Dans certains cas, une décision arbitraire de l'administration conduisait à des catastrophes pour les personnes concernées. C'est ainsi qu'un individu se plaignit au roi de Marie de l'action du chef de cadastre Ikchoud Apachou. À présent, Ikchoud Apachou m'a ôté le champ alimentaire et le champ Birtoum que monseigneur m'avait donné et que j'avais moissonné, et il m'a expulsé de tous mes biens dans la demeure et la ville de Sagaratoum, de sorte qu'à présent, je suis devenu un errant. Alors bien entendu, cette errance n'a rien à voir avec la mobilité des nomades qui suivaient des parcours parfaitement balisés au cours de leurs déplacements saisonniers, mais il s'agit de celui qui n'a plus aucun point d'ancrage. Nous allons maintenant passer à l'étude des décisions royales. On verra que leur exécution reposait sur le fait que tous les serviteurs du roi lui avaient prêté serment, mais cela n'empêchait pas les prévarications d'exister. Le vocabulaire employé nous permet de distinguer plusieurs types de décisions. D'une part, le roi doit trancher les affaires qui lui étaient soumises, et la décision qu'il prenait alors s'appelait Pouroussoum. Le terme Wurtoum désigne des instructions. À la différence de Pouroussoum, qui est une décision du roi sur un problème qui lui est soumis, le terme Wurtoum désigne des instructions à l'initiative du roi. Proche de Wurtoum, le terme Isiktoum désigne plus précisément les règles qui régissent le travail confié à quelqu'un. On possède ainsi une tablette qui décrit la façon dont les métallurgistes du palais devaient agir pour obtenir un alliage de bonne aloi. Plus solennel, le terme Shiptoum a donné lieu à une abondante littérature, donc un mot qui dérive du verbe Shapatoum, qui signifie commander, et on a une triple caractéristique. Un Shiptoum doit faire l'objet d'une proclamation orale face à une communauté rassemblée et souvent s'accompagnait de menaces contre les récalcitrants. On en a déjà vu un exemple avec cette lettre de Yasmaradou où il se proposait de remettre les dettes aux habitants du Souroum en période de disette. Je viens d'envoyer un message, les responsables des localités du Souroum vont se rassembler, je proclamerai pour eux mon édit et je les apaiserai. Un exemple de menace figure dans une lettre de Samsiadou à Yasmaradou à propos d'une conscription. Expose-leur énergiquement ton décret, délivre-leur un décret en ces termes, le roi va partir en campagne. Tous, jusqu'aux plus petits, doivent être rassemblés. Le Sougagoum, dont les hommes ne seront pas au complet et qui laissera un seul homme, aura mangé le tabou du roi
délivre-leur en ces termes un décret, et nous avons déjà vu les conséquences qui pouvaient entraîner le fait de violer ainsi un tabou à Sakoum dans une séance antérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, contrairement à ce qu'avait cru Marzal, un gouverneur chapitoum pouvait lui-même édicter un chiptoum, et pas seulement transmettre une telle décision du roi. Par exemple, Kibri Dagan écrivit « Je leur ai délivré un décret en ces termes, vous demeurerez dans la ville de Moulré jusqu'à ce que le grain de la vallée ait été rassemblé. » Un chiptoum se traduisait souvent par une contrainte, mais pas toujours. Il pouvait au contraire s'agir d'un engagement de la part de l'autorité, comme dans cet exemple. Quand Monseigneur partit en campagne, Monseigneur délivra ce décret chiptoum à la population. La campagne que je vais mener ne durera pas longtemps. Le service que vous accomplirez est un service de renfort de 10 jours durant le mois à venir. Jusqu'à votre retour, ni le sergent ni le héros ne pourront procéder à une réquisition. Et il s'agissait, en l'occurrence, de la réquisition des bœufs de la population pour travailler les terres du palais. Donc ici, on a une assurance. Comment le roi était-il sûr que ses ordres seraient obéis? Tout simplement parce que les gens à son service lui avaient prêté serment. De tels serments étaient prêtés individuellement lorsque quelqu'un entrait en fonction, et les clauses différaient selon la charge remplie, mais il arrivait aussi que des serments soient prêtés de manière groupée à des moments particuliers. De nos jours, les membres de certaines professions, comme les avocats, prêtent serment. Dans la Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle, il est désormais clair que tout individu qui entrait au service du roi devait lui prêter un serment de fidélité. Le premier serment qui ait été publié a ouvert le volume ARM 26.1 de Jean-Marie Durand. Je n'en citerai que le début. Lors de la prise de présage pour Zimrilim Monseigneur, lors d'une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, ou bien lors d'une prise de présage pour un particulier, lors d'une extispicine, tout ce qui se produira et que je verrai, le mauvais présage défavorable, tout ce que je verrai, je jure que je le dirai à Zimrilim Monseigneur et ne le cacherai pas. Le mauvais oracle défavorable qui se produira et que je verrai lors de la prise de présage pour Zimrilim Monseigneur, dans une naissance anormale ou lors d'un ismoum, je jure que je ne le dirai pas à n'importe qui. La parole secrète que Zimrilim Monseigneur pourra me dire en vue d'une consultation oraculaire, ou qu'il pourra dire à un devin mon collègue et que je viendrai à entendre, ou bien lors d'une consultation oraculaire dont je constaterai le signe dans la donne d'un devin mon collègue, je jure que je garderai pour moi cette affaire. Donc, ce serment consistait à porter à la connaissance du roi tout mauvais présage que le devin pourrait constater dans la consultation oraculaire d'un particulier, ou inversement, à ne pas divulguer à quiconque tout mauvais présage qu'il pourrait constater dans une consultation oraculaire du roi, à ne pas divulguer les sujets sur lesquels le roi souhaitait avoir la réponse des dieux, et dans la suite du texte, que je n'ai pas cité, on a l'engagement du devin de refuser de prendre les présages pour des gens qui préparent une rébellion, et dans un cas de ce genre, d'avertir le roi. On n'a pas de nom propre dans ce document, en dehors de celui du roi, mais le fait que le serment ne contient que des engagements relatifs à l'avenir a conduit Jean-Marie Durand à considérer qu'il s'agissait du texte que tout devin travaillant pour Zimrilim devait jurer. J'ai publié en 2010 un serment du même type, mais dont les clauses sont différentes. Je me limiterai à citer les mieux conservées. Dans le pays, à l'endroit où Monseigneur m'a préposé, je jure que je ferai faire ma maison par autant de mouchkenoum que Monseigneur m'en a affecté pour le travail de ma maison. Je jure que je ne ferai pas faire le travail de ma maison par les mouchkenoum, en plus de ce à quoi j'ai droit. Voilà un paragraphe qui montre qu'on a affaire à un individu qui a été affecté en province, et ce de manière pérenne, puisqu'il y construit une maison, eh bien, il s'engage à ne pas réquisitionner plus de corvéables que ce à quoi il a droit. Et c'est en bonne partie sur la base de cette clause que j'avais proposé qu'on ait affaire au serment qu'un gouverneur devait prêter au moment où il partait prendre son poste.
mais d'autres engagements ont trait à des conflits armés. Là où la troupe de Monseigneur Zimrilim ira pour une expédition de pillage ou pour un siège, si Monseigneur Zimrilim m'envoie comme Ebboum et pour inspecter, et que je vois un soldat Rédoum distingué par sa bravoure, je jure que je ne détournerai pas au profit de quelqu'un d'autre le présent destiné à récompenser sa bravoure. Le paragraphe suivant, sur le butin et sur quoi que ce soit sur lequel Zimrilim, Monseigneur, m'a installé comme Ebboum et inspecteur, je jure que je n'ai rien pris, que je ne prendrai rien, que je ne volerai rien, que je ne vendrai rien, que je ne mettrai rien de côté et que je ne donnerai rien à quiconque comme faveur ou prêt préférentiel. Et si quelqu'un qui est son supérieur prend du grain ou de la laine et que je le vois, que je l'apprenne ou qu'on me le dise, je jure que je ne trouverai pas d'excuse à cette personne, que le jour même je le dirai à Zimrilim, Monseigneur, ou que je le lui écrirai et que je ne le cacherai pas. Alors, on ne doit pas être victime du contexte militaire de ces deux engagements. Celui qui le souscrit n'est pas un officier, il est là comme Ebboum, ce qu'on peut traduire comme contrôleur. Et de fait, on connaît des cas où des gouverneurs ont été envoyés avec une armée à l'étranger. Et la quatrième et dernière colonne de cette tablette contient des auto-malédictions. À partir de ce jour où j'ai prêté ce serment par mes dieux à Zimrilim, Monseigneur, je jure que tant que je vivrai, je ne dirai pas « le serment par mes dieux est devenu vieux, l'engagement solennel est caduc, assez ». Je jure que je ne ferai pas à quiconque ce serment par mes dieux, tant que je vivrai, je jure que je ne ferai pas, et puis encore une cassure, ce serment par mes dieux que j'ai prêté à Zimrilim, Monseigneur, en tant que serviteur, je jure que je le lui prête de tout mon cœur. Ce serment par mes dieux que j'ai prêté à Zimrilim, Monseigneur, si je ne suis pas fidèle à Zimrilim, Monseigneur, que ces dieux, tous ceux dont j'ai mangé le tabou, me fassent périr. Ce serment par mes dieux que j'ai prêté à Zimrilim, Monseigneur, si je ne suis pas fidèle à Zimrilim, Monseigneur, que ces dieux me maudissent pour toujours dans mon corps d'une mauvaise malédiction. Alors, quand j'ai publié ce texte, j'ai essayé de l'attribuer à une catégorie précise, et donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai pensé au serment d'un gouverneur. Mais on voit que dans les automalédictions, il est simplement question du serment prêté en tant que serviteur, et les clauses qui ne sont pas conservées auraient pu nous en dire plus, on n'a malheureusement que la moitié du texte. Il pourrait donc s'agir d'un serment prêté par tout individu envoyé en province, non seulement un gouverneur chapitoum, mais peut-être aussi un intendant à Boubitim ou encore un chef du cadastre, Chassoukoum. La question reste ouverte. Il existait aussi des serments qui étaient prêtés collectivement à certaines occasions. C'est par exemple le cas lorsqu'on procédait à un recensement, ce que montre une lettre de Samsiadou qui disait à Yasmaradou « Fais jurer un serment par les dieux aux fonctionnaires existants, gouverneur chapitoum, intendant à Boubitim, fonctionnaire beltérétim qui sont à ton service personnel, au groupe des sections, au Sougagoum, au lieutenant et à tous les fonctionnaires qui existent. Machia, Ursamana, Nahish, Reushu, Tabeliu, Manishu, Rishia doivent se tenir avec les scribes et faire prêter le serment par les dieux. Eux-mêmes ensuite doivent à leur tour prêter serment par les dieux. Et la date qui finit cette lettre nous montre qu'elle fut écrite au moment où s'organisait le grand recensement de l'ensemble de la Haute-Mésopotamie qui a eu lieu dans la deuxième moitié de l'éponymie de Hadou-Bani. On doit aussi mentionner la prestation de serment qui eut lieu en l'an 2 de Zimrilim et qui semble consécutive à l'arrivée de la nouvelle épouse du roi, la princesse à l'épine Shibtou, ou encore la prestation organisée lors de l'invasion élamite à la fin de l'année 10 de Zimrilim. On possède de nombreuses tablettes où furent notés les noms des hommes et des femmes ayant alors juré par les dieux en divers endroits du royaume de Mari, donc dans les districts de Mari, de Terka et de Sagaratoum, et une lettre fournit quelques détails sur la façon dont la prestation de serment fut organisée. Les listes de jureurs ne donnent jamais les noms des responsables, mais cette lettre permet de voir qu'il s'agissait de personnalités haut placées, puisque à Mari, le secrétaire du roi Shunuraralu en fit partie. La cérémonie eut lieu à l'extérieur
de la ville, et nous savons que les tablettes de serment indiquent dans plusieurs cas qu'il a été prêté dans un lieu-dit proche de Marie, qui s'appelle Gourouilim. Pas plus que pour la conclusion des alliances, nous ne savons sous quelle forme les dieux participaient à la cérémonie, mais c'est sans doute plus sous la forme de leurs armes symboliques que sous la forme de statues. On voit en tout cas que dans la sorte de procession qui ramenait les dieux en ville, ils figuraient en tête du cortège. Manifestement, on les reconduisait dans leur temple. La majorité des serments promissoires ne font pas référence à des situations particulières et ils pouvaient être prêtés par des groupes sociaux entiers. C'est le cas du serment des Bédouins qui jurent fidélité au roi de Marie sans qu'on sache de façon précise quel groupe était concerné ni quand le serment fut prêté. Il arrivait que des individus se conduisent de manière inappropriée, voire scandaleuse. Quand ils étaient mis en cause, il leur fallait se disculper par un serment. Dans le cas des serments assertoires, celui qui jurait voulait écarter une accusation formulée contre lui. C'est le cas notamment de ce que Jean-Marie Durand a appelé le serment des intendants. Celui qui prête serment jure qu'il n'a pas profité des troubles concomitants à la fin du règne de Yasmaradou et à l'avènement de Zimrilim pour s'enrichir personnellement. C'est aussi le cas du serment de Soumouradou. Le texte porte clairement sur le passé et Soumouradou s'y disculpe d'une accusation. Si s'est enfui dans le pays et que je l'ai vu et qu'il soit sous mon contrôle, ou bien si j'en ai entendu parler autour de moi et que je n'en ai pas informé Zimrilim, mon seigneur, si une tablette, bonne ou mauvaise, m'est arrivée d'un pays étranger ou bien d'un roi étranger, sans que je l'ai montré à Zimrilim, mon seigneur, ou si j'ai fait envoyer, ou bien envoyer une tablette à un roi étranger ou à un pays étranger, alors que ces dieux détruisent tout de la race qui porte mon nom, ainsi que ma descendance, que les Simalites voient l'annihilation par mon exemple et qu'ils disent « Zimrilim avait fait du bien à Soumouradou et Soumouradou s'est révolté contre lui », qu'ils disent ces propos de leur bouche, qu'ils détruisent ma descendance, qu'ils la fassent périr, que tel Dieu mette à mort mes fils et que le pays voit sa puissance. Eh bien, il y a une lettre de Bannoum qui nous éclaire sur le contexte de ce serment, parce que Bannoum y accuse Soumouradou de mensonge. Celui-ci, ayant reçu des lettres du roi yaminite Samsiadou, les aurait transmises à Bannoum, mais Bannoum dit que jamais il n'a reçu ces tablettes. Or, le fait d'avoir reçu du courrier de l'étranger sans l'avoir fait suivre au roi, c'est précisément l'accusation dont Soumouradou se disculpe dans la tablette M6182. Et un texte que je dois publier est absolument magnifique malgré ses lacunes. Il s'agit de la déclaration sous serment d'un certain Isha, fils de Hiraimiti. Il jure de n'avoir dissimulé aucun bien provenant de la maison de Yassimel. Jure par du ciel, jure par Shamash du ciel, jure par Adou du ciel, jure par Itourmer, jure par Belet et Kalim, jure par Nanni. Par ces dieux, Isha, fils de Hiraimiti, a juré en ces termes. Je jure que je n'ai pas dissimulé ni argent, or, bronze, cuivre, étain, pierre papardilou, lapis-lazuli ou autres matériaux précieux de la maison de Yassimel, ni que je l'ai. Je jure que je n'ai dit ni écrit à quiconque, ne fais pas sortir, ne garde pas, et puis là c'est cassé. Si j'ai spolié, sans doute, mon seigneur Zimrilim en argent, or, bronze, cuivre, étain, pierre papardilou, lapis-lazuli et autres matériaux précieux, que ces dieux de mon serment, comme il se trouve avoir été convoqués, alors que le grand cric me croque, à l'avenir, si argent, or, bronze, cuivre, étain, pierre papardilou, lapis-lazuli ou autres matériaux précieux apparaît dans la maison de Yassimel, y est retrouvé sans doute ou y est vu, j'en informerai mon seigneur Zimrilim. Si Isha, fils de Hiraimiti, ne respecte pas ce serment par Itourmer et son seigneur Zimrilim, il devra mourir, il ne pourra pas être laissé en vie. Alors voilà un texte qui est extrêmement important parce qu'il correspond exactement à celui des soi-disant traités de la même époque. Il n'y a aucune différence formelle.
Dans les deux cas, on trouve une liste de dieux invoqués en tête, ensuite le texte des engagements, et pour finir, des malédictions, en l'occurrence une auto-malédiction. Et vous remarquez qu'ici, le serment est à la fois assertoire et promissoire. L'individu jure qu'il n'a pas dissimulé des biens appartenant à Yassimel, et il s'engage à l'avenir à informer le roi s'il apprend quelque chose à propos de ses biens. En dépit des serments de fidélité prêtés, certains individus ne répugnaient pas à se conduire de manière malhonnête. Le cas le mieux documenté, c'est celui d'un certain Ishtar Kabar. Il a fait récemment l'objet d'une communication très intéressante de Denis Lacambre lors du colloque de Marimont en décembre dernier, où étaient célébrés les 75 ans du début des fouilles de Marie. Le mieux est de commencer par le texte A 1401. Il y est fait par deux fois mention du Néparum, un lieu qui était à la fois un endroit d'enfermement et aussi de travail, qu'on désigne souvent par le mot dérivé du latin d'ergastule, même si la réalité est un peu différente. Le texte commence immédiatement par une série d'accusations. Umanisuta est mort en captivité. L'affaire de son argent a été donnée à Rutsanum. Ishkur Gugal, homme de Bidar, qu'avait fait entrer en prison sous Muradou, est mort de soif et de faim. Ushtabdan, serviteur du palais. Igmil Shamash, frère de Sharum Kimakalima. Un homme de Sherroum qu'on avait trouvé en possession de la hache ancée de Samsiadou, soit 4 personnes mortes de faim. Donc il est ici question de gens qui sont morts en captivité, et le seul motif d'incarcération mentionné, c'est le vol. De façon générale, on faisait entrer dans un Néparum des prisonniers de guerre, des meurtriers, des déserteurs, des fuyards, des traîtres, des personnes endettées. Et on voit ici que 4 personnes sont mortes de faim. Ce dont Ishtar Kabar est manifestement accusé, c'est d'avoir détourné à son profit le grain qui était destiné à l'alimentation des prisonniers. Le texte se poursuit ainsi, avec 2 noms de femmes, Kanissa, Haluna, fille d'Ayuma Adou, un jeune garçon, fils d'Aramou, qu'il a vendu, soit 2 femmes, un enfant, serviteur du palais, représentant un manque. Donc ici, il s'agit de personnes qui ne se trouvent plus dans le Néparum alors qu'elles devraient y être. Et le texte continue. Au sujet de 8 serviteurs que nous avions livrés et qui ne sont pas dans le Néparum, au sujet de l'épouse de Moutébir, que l'épouse d'Ishtar Kabar a fait entrer chez Yarkablim et que Yarkablim se trouve possédé, au sujet des présages qu'il a montrés aux devins, c'est cela, par devant Itourmer, dont ils ont accusé Ishtar Kabar dans le Néparum, intermédiaire de Akbahum, Idin Numushda, Kalalum, Sumuradou, Bunumaadou, le marchand, de Mukanishum, de Yassim Soumou, et puis encore un nom, et on voit que le texte est daté du mois 7 de l'année 6 de Zimrilim. Denis Lacambre et Julie Patrier ont étudié récemment les textes découverts à Chagar Bazar qui sont relatifs à ces Néparum. Et ils ont montré que ces espaces étaient placés sous la direction de personnages qui portaient le titre de Gouzaloum. Or, 2 textes nous donnent le titre d'Ishtar Kabar, et justement, c'était un Gouzaloum. On voit par ailleurs que dans les Néparum, les prisonniers étaient occupés à moudre du grain. Et on possède une lettre très intéressante qui traite de la réorganisation du palais de Marie sous Yasmaradou, après la mort d'Utsaoessou, et on lit « Un personnel de 120 personnes se trouve dans l'ergastule qui relève de Yaratiel. Il pourra prendre 150 ougars de grain par mois. Pour chaque année, il sera redevable de 1500 ougars de grain, représentant les repas de Monseigneur, les rations satoukoum et les autres dépenses. » Alors, selon ce calcul, 120 personnes qui font la mouture en un an de la farine correspondant à 1500 ougars de grain, c'est-à-dire 1 800 000 litres, ça revient à 50 litres de grain par personne et par jour. Donc c'est quelque chose qui semble réaliste. Un deuxième texte a été versé au dossier d'Ishtar Kabar par Jean-Marie Durand à cause de sa date et des noms propres qu'on y trouve. Et certains chefs d'accusation de ce texte sont très elliptiques, mais il est frappant de voir qu'ils datent du même mois et de la même année que A 1401. Et j'en viens maintenant
au texte ARM 7 263. Le nom de la personne accusée n'y figure pas, mais les malversations concernent avant tout les céréales. Voici les passages les mieux lisibles. Il a vendu à Ani Ishar 2 ougars de grains sur le grain de Mishlan, appartenant aux divinités Shamash et Ishtar de Bishra. Il a volé 2 gourds et demi de malt et 6 gourds d'orge appartenant au dieu 6 gourds de malt pour la fête Kéritum d'Ishtar et pour le rituel Kilautum d'Itourmer. Il a volé 60 litres de farine de qualité, 120 litres de farine fine, 120 litres de farine grossière, plus 2 vases d'une capacité de 120 litres chacun et 5 jarres de bière de 20 litres lors des fières Zourayoum, etc., etc. Il est ensuite question du détournement d'outils, du détournement de moutons, ainsi que de bitume destiné à des travaux de construction, et le texte se termine par un récapitulatif. Vous pouvez constater qu'il manque la moitié de la tablette, et donc les chefs d'accusation étaient 2 fois plus nombreux que ceux que je viens d'énumérer. Et c'est à cause de la grande place qu'occupent les céréales et la farine dans ce texte que Denis Lacambre a considéré, avec beaucoup de vraisemblance, qu'il s'agissait d'une pièce du procès d'Ishtar-Kabar. Puisque, comme je l'ai indiqué, les textes de Chagar-Bazar montrent que l'activité principale des Neparum, c'était la production de farine. Et à cet égard, une lettre du gouverneur de Sagaratum a fait couler beaucoup d'encre parce que Yakimadou écrit à Zimrilim « Voilà donc qu'il ne faut pas vendre ces gens comme esclaves, il faut plutôt leur crever les yeux pour qu'ils fassent la mouture dans l'ergastule Neparum ». Le rapport entre mouture, prisonnier et aveuglement semble constituer un topo récurrent dans la littérature proche-orientale, et Karel van der Toorn a notamment cité 2 exemples bibliques, Juge 16-21, où Samson aveuglé a été mis à moudre dans la maison des prisonniers à Gaza, et Jérémie 52-11, où Sédécias a été aveuglé, mis au fer et condamné à moudre dans ce qu'on appelle la maison du moulin. Mais l'aveuglement n'était pas systématiquement provoqué, loin s'en faut. Le cas d'Ishtar-Kabar est accablant, mais il est loin d'être le seul. Je dois encore publier plusieurs textes du même genre et je me limiterai à un seul cas significatif. C'est un grand texte énumérant les prévarications d'une paire de joyeux lurons nommés Idin Dagan et Mebichoum, qui sont attestés ensemble dans une lettre de Yassim Soumou. Voilà que j'ai envoyé à Monseigneur, Idin Dagan et Mebichoum le Chatamoum, que Monseigneur les interroge et leur donne des instructions. Donc ça, c'est avant qu'on ait quelque chose à leur reprocher. Et l'éditeur de cette lettre avait signalé que Mebichoum était par ailleurs qualifié de scribe. La liste des prévarications est impressionnante et je ne vais pas vous lire la totalité du texte affiché à l'écran, mais en résumer le contenu qu'on peut regrouper en 3 rubriques. Détournement massif du grain provenant de la taxe Shipshum dont on va reparler. Il y a des milliers de briques qui ont servi à construire la maison de nos 2 personnages, et puis il y a du trafic d'êtres humains. Dans tous ces cas, on possède les pièces du dossier, mais on ne sait pas ensuite comment les affaires ont été tranchées. Il nous faut maintenant passer à un autre volet du droit public, le droit fiscal et les finances publiques. Là encore, il est facile de comprendre ce que de tels termes peuvent avoir d'anachronique, et donc je parlerai essentiellement des recettes et des dépenses du palais en affichant 2 études récentes, mais qui peuvent être complétées sur plusieurs points. On commence donc par les recettes. La majorité des données se trouvent dans des textes de comptabilité. Or, ceux-ci présentent de nombreuses difficultés, à commencer par le problème du vocabulaire employé. Le sens des mots n'est pas toujours évident, et surtout, notre problème, c'est qu'on peut voir dans certains cas qu'une même réalité est décrite par 2 mots différents, mais aussi inversement, qu'un même mot peut décrire des réalités différentes. Et surtout, on a du mal à établir une hiérarchie dans le vocabulaire, et donc il est très malaisé de repérer les mots qui englobent sous une même étiquette des réalités qui sont décrites par des mots différents. Alors on a d'abord des revenus
qui viennent de l'extérieur, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, donc je me contente d'énumérer les butins qui peuvent être faits lors des guerres, les rançons versées par des étrangers pour acheter des membres de leur famille prisonniers, ou encore des contributions comme le sirum. Nous avons déjà vu que les domaines du roi dans les différentes provinces lui fournissaient l'orge et le sésame qui servaient à produire la farine et l'huile nécessaires aux habitants des palais, mais le roi avait d'autres besoins qu'il ne pouvait couvrir qu'en ayant recours à des achats, et donc il lui fallait trouver de l'argent. Et c'est, nous l'avons déjà vu, l'intérêt des amendes qui étaient infligées dans certains procès, puisqu'elles allaient, nous l'avons vu, alimenter les caisses du roi. Une des recettes majeures était constituée par ce qu'on appelle l'igissum. Elle était perçue en partie en nature, sous forme d'animaux et d'étoffes, et en partie en argent. Une étude récente de Grégory Chambon et Michael Guichard aboutit à cette conclusion. Il semble donc que la taxe igissum soit délivrée au moins en partie, de façon forfaitaire. Un versement annuel théorique pour un haut fonctionnaire comprenait 2 bœufs, 12 moutons, 12 étoffes et 2 mines d'argent. La particularité de ces chiffres laisse penser que cette standardisation reposait sur un cycle annuel. Un mouton et une étoffe représentaient probablement ce qui était attendu pour chaque mois, tandis que la quantité de bœufs et d'argent était déterminée par la division de l'année en 2 moitiés, d'un solstice à l'autre. Les personnages qui ont apporté seulement 6 de ces présents s'étaient peut-être acquittés déjà de la moitié de la taxe lors d'une autre cérémonie en cours d'année. Eh bien, quand on regarde d'autres textes, on peut légèrement modifier ces conclusions. Au moment même où paraissait l'étude de Pipoak III, qui était pour moi un secret, puisque c'était pour le volume de mélange, donc je n'avais aucune idée, je publiais justement à ce moment-là un article sur les redevances des gouverneurs, des chefs du cadastre et des intendants dans le royaume de Marie, dont Grégory Chambon et Michael Guichard n'avaient pas encore connaissance, et le texte est très intéressant. Il dit ceci: Jimriadou devra préparer 3 bœufs, 18 moutons, 3 mines et demi d'argent et 18 étoffes, correspondant à la charge de gouverneur, chapitutum, à la charge de chef du cadastre, chassokutum, et à la charge d'intendant, abbut-bitim, et les transporter depuis Katunan jusqu'à Dur-Sabim, et on a la date du texte avec le sceau de Zimriadou, qui était donc le gouverneur de Katunan. Eh bien, dans cet article, j'ai proposé que le mot igissum soit le terme générique désignant la redevance à laquelle chaque fonctionnaire était astreint. Donc, les gouverneurs payaient la taxe de gouverneur, chapitutum, les chefs de cadastre, chassukum, payaient la chassukutum, et les intendants abubitim payaient la taxe abbut-bitim. Et de la même manière, la taxe que l'on appelle wedutum doit être considérée comme l'igissum payé par les notables que l'on décrit par le titre de wedum. Et une lettre que Jean-Marie Durand a récemment publiée dans ARM 33-173 est très intéressante parce qu'elle montre comment la redevance des gouverneurs était fixée. Sammétar gouverne depuis Terka jusqu'à Samanum comprise, mais il a fait entrer seulement 1 mine d'argent, un bœuf, ses moutons et ses étoffes. Si Monseigneur donne complètement à Sammétar le district tout entier, il doit lui fixer sa redevance à 2 mines d'argent, 2 bœufs, leurs moutons et leurs étoffes. Les gouverneurs du district de Sagaratum et Zibnatum, jusqu'à Dur-Yardulim comprise, Monseigneur leur a fixé 2 mines d'argent, 2 bœufs, leurs moutons et leurs étoffes. À présent, Monseigneur doit lui fixer sa redevance de la même façon. Jusqu'à présent, il lui avait fixé sa redevance à 1 mine, un bœuf et ses moutons, que Monseigneur lui fixe sa redevance de la même façon qu'au district supérieur. Hier, au sujet de Michelane, 1 mine d'argent, 1 bœuf et ses moutons, et je dis à Monseigneur, et Monseigneur l'a pris à la légère, disant « Ascudum détient Michelane ». N'est-ce pas Ascudum à présent qui a demandé cette ville à Monseigneur? Monseigneur doit lui faire connaître son isictum, à savoir 1 mine d'argent, un bœuf et des moutons. Monseigneur doit fixer la redevance des gouverneurs, le moment de l'apport des redevances approche, puis la fin est cassée.
Et donc on voit qu'il y a une sorte de montant standard fixé à une mine d'argent, un bœuf, des moutons et des étoffes, dont le nombre n'est ici pas précisé, et ce montant correspond à ce qu'on a vu dans le texte que j'ai cité précédemment, où on peut voir qu'il y a une mine d'argent, un bœuf, 6 moutons, 6 étoffes, mais on voit aussi, grâce à cette lettre, que lorsque les limites d'une province étaient modifiées et qu'un territoire plus vaste était confié à un gouverneur, eh bien, sa redevance pouvait du coup doubler. Et ça explique les montants de 2 mines d'argent, 2 bœufs, 12 moutons et 12 étoffes que l'on rencontre dans certains textes. Donc ce n'est pas une question de moitié de l'année et puis deuxième moitié, c'est plutôt la question de savoir quelle était la taille de la province. Et la fin de ce texte indique que les redevances, ici désignées simplement comme les apports, shuruptum, devaient être apportées à un moment déterminé de l'année. Nous savons qu'il s'agit de la fête d'Ishtar. Une autre redevance très importante était constituée par la taxe shipshum, qui portait sur la culture des céréales. Et là, les données de Marie sont complétées par des textes découverts à Chagar Bazar ainsi qu'à Tel Bia. La perception de cette taxe relevait de la responsabilité des gouverneurs, comme le montre cette lettre de Ilushunatsir. J'ai collecté le grain représentant le shipshum de Katunan. Et de même, on lit sous le calame du gouverneur de Terka, Kibri Dagan, en outre, comme Monseigneur m'en a fait la remarque, je ne montre nulle négligence à rassembler à l'intérieur de Terka le grain de la taxe shipshum de mon district, ainsi que le grain du palais. Et donc on voit ici la distinction entre deux provenances de grains qui vont servir aux besoins du roi, le grain de la taxe shipshum qui provient manifestement du champ des particuliers, et au contraire ce que Kibri Dagan appelle le grain du palais, qui est issu de la culture du domaine royal. Dans un texte de ARM 34, Samétar indique au roi qu'il a allégé la taxe shipshum du montant des provisions que les soldats devaient emporter avec eux pour une campagne militaire, c'est le texte numéro 120, et on voit même à l'occasion un général endetté demander au roi d'être exempté de cette redevance. Monseigneur sait qu'il existe une créance en grains à mon débit. S'il plaît à Monseigneur, que Monseigneur m'exempte de mes redevances shipshum, je n'ai jamais rien demandé à Monseigneur, que Monseigneur m'exempte de mes redevances shipshum et m'accorde une faveur. Un texte publié dans RM 33 permet de remettre en question l'opinion commune qui voyait dans la taxe shipshum un prélèvement obligatoirement en nature. Soumouradou écrivit en effet à Zimrilim « Après avoir réfléchi, j'envoie un message à Monseigneur. Ascoudou a fixé aux particuliers une redevance shipshum de 2 cycles d'argent pour 10 arpents de champ. Lorsque maintenant il se trouve imposé, il ne donne que X cycles. » Le chiffre est cassé. À la moisson, il ne pourra pas percevoir cette taxe shipshum. Les gens vont s'en prendre à Monseigneur et ne donner que X cycles d'argent comme taxe. Et on a par ailleurs un texte de comptabilité, FM 1664, qui montre dans le détail la manière dont cette redevance pouvait être calculée en argent. Je n'ai pas le temps de détailler le chapitre des dépenses, je me contenterai d'énumérer quelques têtes de chapitre, la vie de la maison du roi, alimentation, vêtements et autres biens destinés aux habitants du palais, dont on sait qu'elles étaient majoritairement des femmes, l'équipement productif des palais et des domaines, bien entendu les fournitures pour l'armée, et puis des objets de prestige destinés à faire des dons, armes d'apparat, vaisselle précieuse, que ces dons soient destinés à des dieux, à d'autres rois ou aux personnes que le roi voulait honorer. Tout cela donnait lieu à une comptabilité complexe, distinguant les entrées, shuruptum, et les sorties, shubultum, et cette comptabilité fait actuellement l'objet d'une attention renouvelée. J'ai indiqué quelques études récentes à l'écran. La semaine prochaine, nous prolongerons le cours d'aujourd'hui en étudiant la naissance du droit international avant de conclure le cours de cette année. Je vous remercie de votre attention.